Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer le cours de physique mathématique. Et dans le chapitre géométrie différentielle, base de la géométrie différentielle, en fait, on passe au chapitre loi de la mécanique classique d'après Hamilton. Donc on commence le chapitre 19, loi de la mécanique classique d'après Hamilton. Et pour cela, on va utiliser les bases de géométrie différentielle qu'on a vues dans le chapitre précédent, et en particulier la forme symplectique, la forme bilinéaire symplectique grand oméga, pour définir les lois de la mécanique classique d'après Hamilton, qu'il a énoncées en 1834, en reformulant les lois de Newton, qui avaient été formulées par Newton presque 150 ans avant lui. Alors on commence par une formulation un petit peu abstraite mais très générale des équations de mouvement de Hamilton. On est dans le cadre de la géométrie différentielle et donc l'objet de base c'est une variété grand M que l'on appellera espace de configuration. Par exemple, lorsqu'on appliquera la mécanique, l'espace de configuration ce sera l'espace de dimension 3 habituel auquel on est habitué. Et ce qui va être important, c'est l'espace cotangent T étoile de M, qu'on va appeler pour l'occasion espace des phases. Sur l'espace cotangent, on va considérer une fonction à valeur réelle, autrement dit, à chaque point de l'espace, on associera un nombre réel. Cette fonction, on l'appelle h, et plus particulièrement, on l'appelle la fonction hamiltonien ou la fonction énergie. Alors, on a vu naturellement que l'espace cotangent, c'est une variété, h, c'est une fonction sur le cotangent, et donc, naturellement, on peut considérer la différentielle dh de la fonction hamiltonien. On a vu dans le chapitre précédent que oméga tilde, c'est une application linéaire du tangent du cotangent vers le cotangent du cotangent. Revoyons cela. Voilà, rappelons cette équation, que oméga tilde, c'est une application linéaire qui, en chaque point du cotangent, c'est une application linéaire du tangent du cotangent dans le dual, donc le cotangent du cotangent. Or, h est une fonction sur le cotangent, donc sa différentielle est un vecteur de cet espace vectoriel, et ainsi, oméga tilde étant inversible, un isomorphisme, on peut considérer l'image réciproque de dh par cette application linéaire. Ça fera donc un vecteur tangent sur le cotangent. Revenons. Voilà, ainsi, x est un vecteur tangent en chaque point de cotangent, c'est donc un champ de vecteurs sur le cotangent, que l'on appelle champ de vecteurs hamiltonien. Autrement dit, d'après la définition de oméga tilde, on peut dire que lorsque on fait manger à la forme bilinéaire oméga ce vecteur tangent, ça donne une forme linéaire qui est égale à dh en tout point du cotangent. Voilà, donc voici la figure qui illustre ce qu'on vient de dire. En bas, on a la variété M. En tout point, on a l'espace dual du tangent, donc l'espace cotangent Txm étoile. Et ça, c'est en tout point. Et donc, l'ensemble de ces espaces vectoriels forment ce qu'on appelle l'espace cotangent T étoile M. Et en un point donné, eh bien, lorsqu'on regarde les lignes de niveau de H, on peut considérer en particulier la différentielle dH, et en appliquant cette application linéaire oméga tilde de moins 1, ça définit un vecteur x, un vecteur tangent x. Ce vecteur est défini en tout point, donc on a un champ de vecteurs ici en bleu sur l'espace cotangent. Et finalement, ce champ de vecteurs génère des trajectoires qu'on appelle le flot hamiltonien, qui est donc pour chaque instant t réel une application, un diffeomorphisme du cotangent dans le cotangent. Ce sera les trajectoires. Il s'agit d'une définition géométrique, peut-être un peu abstraite. Donc maintenant, on va expliciter ce champ de vecteurs grand X
dans un système de coordonnées arbitraire. Donc si x1 xn sont des coordonnées locales sur la variété M, eh bien rappelez-vous que dx1, les formes différentielles dx1 jusqu'à dxn forment une base du cotangent, et les composantes d'un vecteur cotangent dans cette base sont appelées les coordonnées duales, notées xi1 jusqu'à xin. Un champ de vecteurs quelconque sur le cotangent est une combinaison linéaire des vecteurs de base d sur dxij, d sur dxj, d sur dxij, avec des coefficients qu'on appelle les composantes. Et ce qu'affirme cette proposition, c'est que le champ de vecteurs hamiltonien défini par l'équation précédente, celle-ci, eh bien, a pour expression les composantes de ce champ de vecteurs hamiltonien, ici, ont cette expression à partir des dérivées partielles de la fonction h qui est donnée. Alors, ces composantes donc définissent le champ de vecteurs et définissent donc les équations de mouvement que je vais rajouter. Voilà, autrement dit, comme par définition, le champ de vecteurs x génère un flot, génère des trajectoires. Donc x, c'est le champ de vecteur vitesse des trajectoires. Ça signifie que ces trajectoires notées x de t, xi de t sur le cotangent, c'est l'évolution par le flot tenté d'un point initial, et bien vérifie que les composantes de la vitesse, dxj sur dt, est égale à donc dh sur dxij, et dxij sur dt est égal à moins dh sur dxj. Voilà, ces dernières équations ici sont appelées équations de Hamilton, et c'est celles qui sont écrites habituellement dans les livres de physique. Mais nous, ce qu'on vient de voir, et ce que affirme cette proposition, c'est que ces équations de mouvement, ce sont la traduction en coordonnées de cette équation qui est de nature géométrique, qui ne dépend pas du choix des coordonnées. Et cela est très utile pour résoudre des problèmes, d'avoir une formulation géométrique indépendante du système de coordonnées. Alors voici la preuve de cette proposition, que le champ de vecteur vitesse est donné par cette expression. Eh bien, donc par définition, x, c'est l'image réciproque de dh. Autrement dit, oméga appliqué à x est égal à la différentielle dh. Or, par définition, la différentielle dh, dans le système de coordonnées, il a des composantes sur la forme dxj qui sont dh sur dxj, sur dxij, la composante dh sur dxij. Et par ailleurs, le champ de vecteur, donc on l'écrit comme ça, avec ses composantes. Et oméga, lui, par définition, c'est cette forme bilinéaire. Donc lorsque oméga est appliqué à x, en première entrée, ça veut dire que x, dxj doit manger en quelque sorte le vecteur x. Or, dxj est vecteur dual de d sur dxj, donc le premier terme ici fait sortir la composante x, x indice xj, comme ici, vous voyez, et il reste dxj, qui est intouché. Ensuite, la deuxième ici partie, la forme linéaire dxj est duale de d sur dxj, donc lorsque ça s'applique à x, ça va donner x indice xj. Avec le signe moins, ça donne donc moins x indice xj, il reste dxj. Voilà, et donc les équations de Hamilton, oméga x égale th, signifie que cette forme linéaire est égale à celle-ci. Or, c'est exprimé dans une base, donc ça veut dire qu'il y a égalité des composantes. Donc la composante de dxj, par exemple, ici c'est x indice xj, doit être égale à cette composante, dh sur dxj. Ça donne la première équation de Hamilton. Et ensuite, l'autre composante, donc de dxj, c'est moins x xj, qui doit être égale à cette composante dh sur dxj. Et on obtient les deuxièmes équations de Hamilton. Voilà, la preuve est terminée. Alors, il y a beaucoup de propriétés qui découlent de ces équations de mouvement. En effet, vous voyez, c'est des équations de mouvement assez particulières. Le fait qu'elles soient définies avec un tenseur antisymétrique explique la présence de ce signe moins, et du fait ici que les composantes sont croisées en quelque sorte. Vous avez x, x, xi, xi, comme ça de façon croisée.
Et il y a une propriété importante qu'on appelle la conservation de l'énergie, qui se lit bien sur cette figure, qui est que le champ de vecteur est tangent aux lignes de niveau de H. Et c'est ce que l'on va démontrer maintenant. Et donc la conséquence, c'est que un point initial, qui est à une certaine valeur de la fonction h, et bien lors de la trajectoire reste à la même valeur. Autrement dit, la valeur de h est conservée au cours du temps. H correspond à l'énergie totale, donc on dit que l'énergie est conservée au cours du temps. C'est une propriété fondamentale en physique. C'est ce qu'on appelle le premier principe de la physique, la conservation de l'énergie. Donc voici la proposition. Ici, on a supposé que la fonction h était une fonction sur le cotangent, indépendante du temps. Eh bien, le champ de vecteur de mouvement x, le champ de vitesse x, appliqué à cette fonction h est égal à 0. Autrement dit, de façon équivalente, quel que soit le point du cotangent ρ, quel que soit l'instant t, lorsque ce point évolue vers un autre point phi t de ρ, eh bien la valeur de h en ce nouveau point est égale à la valeur de h au point de départ. Et ça signifie, en termes concrets, que l'énergie totale est conservée par le flot hamiltonien. Donc la démonstration, la voici, elle est très simple. Eh bien, x appliqué à h, autrement dit, c'est les variations de h le long du vecteur x, par définition de la différentielle. Donc il faut se reporter à cette équation, je clique. Vous voyez, la différentielle d'une fonction appliquée à un champ de vecteur, c'est le champ de vecteur appliqué à la fonction. Eh bien, c'est donc la différentielle de h appliquée à x, mais par définition maintenant des équations de mouvement. Alors, c'était ici, vous voyez, la différentielle de h appliquée à x, c'est cette différentielle appliquée à x. Ça fera donc oméga de xx. Voilà, oméga de xx. Mais comme oméga est antisymétrique, c'est égal à 0. Et voilà, tout simplement. Donc, l'énergie est conservée. Et en effet, si on appelle E de t, la valeur de h, au point phi t de ρ, donc au point qui évolue par la dynamique, donc l'énergie au temps t, pour un point ρ de composante x xi sur le cotangent, et bien la dérivée par rapport au temps de cette énergie, dE sur dt, vous voyez, il faut dériver cette expression par rapport à t, et par définition du flot, donc allons voir la définition, c'était ici au chapitre précédent, vous voyez, la dérivée par rapport au temps d'une fonction appliquée au point phi t d'un flot est égale au champ de vecteur générant ce flot au point en question. Donc ici, ça nous dit que cette dérivée est égale à x appliqué à h, qui fait 0, donc l'énergie est constante, est conservée. Alors, cette propriété, que signifie-t-elle? On vient de le dire. Elle signifie que les trajectoires vont rester dans les lignes de niveau de h. Qu'est-ce que ça fait? Sur cette figure, vous voyez, les lignes de niveau de h, ce sont des courbes. Donc les trajectoires, ce sont ces lignes vertes. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Voici une remarque. C'est que, donc ça signifie que les trajectoires sont incluses dans les lignes de niveau de la fonction h. La fonction h est une fonction sur le cotangent, qui est de dimension 2 fois la dimension de la variété. Et donc les lignes de niveau d'une fonction, ce sont la dimension donc, du cotangent moins 1. Donc ça dit que les trajectoires sont sur ces lignes de niveau de dimension 2, dimension de la variété moins 1. Mais un cas particulier très important, où les choses deviennent simples, c'est lorsque la variété est de dimension 1, comme on l'a vu sur le schéma. Dans ce cas-là, la dimension des lignes de niveau, c'est 2 fois 1 moins 1, ça nous fait 1. Comme on l'a vu aussi, les lignes de niveau sont de dimension 1. Et comme les trajectoires en général, donc les trajectoires coïncident avec les lignes de niveau. Autrement dit, ce n'est pas la peine de résoudre les équations de mouvement pour trouver les trajectoires, au moins pour trouver le graphe des trajectoires. Ce sont les lignes de niveau. Bon, sauf qu'il peut y avoir des points fixes, ça veut dire que la trajectoire peut être un point fixe inclus dans la ligne de niveau, être une sous-variété de dimension 0. Mais en gros, on a déjà une bonne idée de ce que sont les trajectoires lorsque la variété m est de dimension 1. On verra le cas un peu plus loin dans le cas concret d'un pendule.